Et à tous. Donc merci de nous rejoindre cet après-midi. Donc c'est une intervention qui 3/4 d'heure. On a un format de webinaire court qui ont pour objectif donc de faire un focus sur une problématique qu'on articule autour de 3 thèmes cet après-midi. Donc la gouvernance des données dans le contexte et les orientations d'un système d'information. Un deuxième chapitre sur la gouvernance des données. Qu'est-ce que l'on appelle la gouvernance des données et qu'est-ce que ça implique à la fois techniquement et en termes d'organisation. Et ensuite, on verra comment on peut initier une démarche et on verra que le pragmatisme est souvent un des meilleurs guides dans la gouvernance des données. Aujourd'hui, la problématique des DSI, très clairement, c'est de faire face à au foisonnement des technologies et à trouver le chemin dans une jungle de projets qui se multiplient. Bien sûr, souvent à l'initiative des métiers qui sont de plus en plus demandeurs de solutions qui leur sont propres, à l'initiative des directions générales qui poussent dans la voie de la transformation digitale, de l'évolution des business models, de l'introduction de nouvelles composantes, métiers, et puis bien sûr par une législation qui est de plus en plus forte. Et au milieu, les DSI, elles doivent à la fois être garantes de la continuité de service, sécuriser l'infrastructure, sécuriser les données, anticiper les problèmes bien sûr techniques de montée en charge, mais aussi les problèmes de compatibilité interapplicative, d'interopérabilité entre les applications, d'être extrêmement réactif quand il faut satisfaire une nouvelle demande et rajouter une pièce dans un puzzle qui n'avait pas été dessiné au tout début dans une optique forcément pour pouvoir répondre à des exigences nouvelles dans un monde en perpétuel développement. La problématique aussi d'une DSI, c'est de définir une stratégie de définir ou de subir une stratégie informatique, une orientation informatique. Donc une orientation qui peut être dictée, là encore, par une direction générale, mais sur laquelle il faut aussi pouvoir anticiper la transition et le passage d'un état à l'autre en assurant bien sûr la continuité de service, mais aussi en anticipant donc l'évolution. Alors, les enjeux et la gouvernance des données va être induite autour de ces grands axes, qui va être de faire face à l'hétérogénéité des systèmes d'information, où on va devoir aujourd'hui de se dire qu'on va mettre en place un ERP qui sera monolithique, qu'on va traiter la totalité de tous les processus de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, c'est un leurre ou une utopie pour rester positif, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble des systèmes d'information qui dépassent largement le cadre de l'ERP, et il y a tout un ensemble de spécificités ou d'hétérogénéité qui vont être induites par les politiques de croissance ou par l'évolution même du métier qui nécessite de mettre en place des outils particuliers, mais aussi tout ce que l'on va entendre tout ce dont on parle dans la déstructuration des données avec l'impact du big data, avec les réseaux sociaux qui impulsent tout un ensemble de nouvelles données dans l'entreprise. Donc des exigences fonctionnelles et des exigences techniques de plus en plus fortes. Et on parlera tout à l'heure aussi des réglementations qui viennent qui ne viennent pas pour simplifier la vie, quelque part. Donc, anticiper aussi toutes les contraintes d'exploitation des données. Face à cette hétérogénéité, il va falloir pouvoir se dire comment je vais gérer, comment je vais contrôler mes données et la vie de mes données, et à qui je vais pouvoir diffuser ces données, puisque, on verra tout à l'heure, mais près de 70% des utilisateurs accèdent à des données dont elles ne sont pas destinataires ou même qu'elles ne devraient pas voir d'une manière générale. Peu importe parfois la criticité, mais c'est difficile de pouvoir gérer la sécurité des données. C'est du vécu, que ce soit chez nos clients ou dans la littérature que l'on peut trouver sur ces aspects-là. Mais l'hétérogénéité d'un système d'information vient aussi, bien sûr, des nouvelles technologies qui vont décloisonner le système de l'information de plus en plus, avec notamment aussi l'aboutissement des offres cloud de tous les éditeurs qui proposent des services à l'intérieur desquels on va devoir gérer des données et dont ces données de services externalisés vont avoir un impact sur les propres données de l'ERP.
Les deux grandes orientations qu'on trouve aujourd'hui dans un système d'information, ça va être l'architecture best of breed, donc d'avoir un système d'information qui va être construit autour d'un patchwork d'applications, de progiciels, très standardisés, avec des éditeurs spécialisés, pas forcément du spécifique. Mais autour de ça, il va falloir harmoniser l'ensemble des standards technologiques pour pouvoir aborder et gérer cette hétérogénéité de progiciels et mettre en place aussi des priorités par rapport au métier, puisque l'avantage d'un outil best of breed, c'est qu'on va pouvoir construire et répondre d'une manière très précise à une spécificité d'un utilisateur, à une demande, mais on va être embarqué naturellement vers une multiplicité des bases de données et des bases de référentiels données. Ça, c'est un terme sur lequel on reviendra. À l'inverse, on a l'architecture ERP, alors qui paraît bien sûr beaucoup plus monolithique. Et dans l'ERP, il y a la gouvernance des données qui est censée être gérée par les process même et la base de données même de l'ERP, c'est son fondement. C'est de pouvoir déléguer à un éditeur l'ensemble de la gouvernance des données. On se rend compte qu'aujourd'hui, alors avec bien sûr le RP, avec un corps modèle que l'on va définir et ensuite des personnalisations par le biais des paramétrages dans le meilleur des cas entre les différents services ou les différents métiers de l'entreprise pour pouvoir gérer, mais on aura bien une seule base de données. On se rend compte que ce soit un modèle ou l'autre, il est très très rare de trouver une entreprise qui ait adopté une architecture ERP où il n'y a rien d'autre autour, ou une architecture best of breed dans laquelle on ne cherche pas à créer et avoir des référentiels de données dédiés à chaque entité et avoir vraiment l'architecture best of breed nécessitera de recréer ce référentiel comme on le verra tout à l'heure. Alors, bien sûr, ces deux orientations, ça peut être une stratégie d'un système d'information, mais quelque part, même et toutes les entreprises qu'on rencontre qui ont mis en place des ERP ont besoin d'ouvrir le système d'information et de développer des outils connexes, que ce soit pour du décisionnel, que ce soit pour des outils spécifiques comme le CRM, le marketing, ou parce qu'on va avoir des offres SaaS qui vont se généraliser dans l'entreprise. Quelle que soit la solution, qu'on soit dans un mode best of breed ou dans un mode ERP, de toute façon, une DSI, une entreprise, qualifiera son système d'information sur trois grands axes, qui va être la qualité des données qui sont manipulées, la documentation des règles de gestion de ces données, des règles métiers, et puis l'organisation des processus pour le traitement des données et la fluidifier, la traçabilité de l'ensemble des opérations qui soient faites. Ce qui serait important, c'est de pouvoir aussi assurer la souplesse du système d'information qui, elle, va reposer sur un référentiel de données fiable et transverse. Comment faire en sorte aujourd'hui qu'un compte client, je puisse le saisir à un seul endroit et que je puisse m'en servir à toutes les étapes d'un processus dans l'entreprise très largement, et comment je vais faire en sorte que ce référentiel de données soit géré par une personne qui est habilitée par le faire et qui va manager, harmoniser l'ensemble des données autour de cette information. Capacité, donc la souplesse d'un système d'information va aussi reposer sur la capacité à traduire les processus métiers, à les traduire en termes informatiques. Et là aussi, on va s'appuyer sur des processus qui sont de plus en plus transverses dans l'entreprise. Et là, le collaboratif va nécessiter d'avoir des interactions qui vont vraiment casser tous les silos qu'on a pu mettre en place pour avoir une vision horizontale d'un système d'information. Et là encore, à partir du moment où j'ai une vision horizontale d'un système d'information, il faut que je puisse m'appuyer sur un référentiel de données commun, parce qu'à chaque fois quand je passe d'un silo à l'autre, il faut que je retrouve les mêmes informations et la même qualité d'information pour pouvoir poursuivre donc mon traitement. Et enfin, qu'on soit dans du best of breed ou dans de l'ERP, il va falloir pouvoir assurer l'évolution de ce système ou les transitions de ce système liées à des ruptures technologiques, liées à des ruptures de métier, liées à des évolutions de la législation. Et il va falloir que je puisse gérer l'articulation entre mon quotidien et la mise en place d'une nouveauté sans effet tunnel, c'est-à-dire sans rupture de fonctionnement pour l'entreprise. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de fonctionner sur des couches différentes, la gestion des données, la gestion des transactions, la gestion des interfaces clients, et quelles que soient les applications que l'on a ou les outils que l'on va utiliser, mieux on aura structuré par couche, et là on est sur ce qu'on appelle les architectures orientées services, SOA, plus on aura des couches, plus on pourra gérer la qualité de données,
gérer les processus de traitement des données et gérer l'interface l'IHM, l'interface de mon utilisateur avec l'ensemble des processus. Et cette vision horizontale va permettre de pouvoir casser les silos dans l'entreprise, développer des processus transversales. Mais ça nécessite encore une fois d'avoir une vraie stratégie au niveau de la gouvernance des données. Pas que évidemment, mais c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de parler de la gouvernance des données. Et on se rend compte qu'elle intervient bien à différents niveaux dans une organisation d'un système d'information. Il me semblait important de repositionner ce contexte et de le partager avec vous, parce que je pense que ça remet la gouvernance dans son contexte. Maintenant, si on parle à proprement parler de la gouvernance, déjà, ce qui nous semble important, c'est de donner une définition de cette gouvernance des données, parce qu'on ne parle pas d'outils à proprement parler, et on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs manières d'outiller une gouvernance des données. C'est plus une organisation, c'est plus un ensemble de procédures et c'est plus un ensemble d'outils. Donc derrière la gouvernance se positionne bien une notion de stratégie et d'organisation générale plus qu'un outil. L'enjeu de la gouvernance des données, ça va être de coordonner l'ensemble des moyens de produire et de mettre à jour ou de partager les données. Partager les données entre plusieurs applications, mais partager les données entre plusieurs services, plusieurs entités. S'assurer qu'une donnée est toujours exacte et bien à jour. Alors, je ne parle pas forcément de données opérationnelles, savoir un niveau de stock qui soit à jour, c'est plus l'apanage de l'application elle-même qui va gérer l'arithmétique des entrées et des sorties, par exemple. Mais par contre, mon produit, ma référence produit, mes attributs produits, pour lequel j'ai un stock à gérer, ça devra être parfaitement exact et à jour, parce que si j'ai un catalogue produit, ben au moins que j'ai la bonne référence de mon produit ou la bonne référence de mon fournisseur, ou que je ne confonde pas la référence produit interne et la référence fournisseur. La deuxième chose, ou la troisième point, pardon, ça va être de conserver le niveau de disponibilité, de sécurité et d'intégrité de la donnée. Qui est capable de la consulter, qui est capable de la modifier, qui est capable de la gérer. Parce que ça n'est que par cette partie, par cette sécurisation des données que l'on va pouvoir permettre et fluidifier tout le processus de décision, ne serait-ce que parce qu'on sait de quoi on parle quand on prend une décision. Et si on fait le parallèle avec, il y a un projet dans l'entreprise qui est vraiment révélateur de la gouvernance des données, c'est le décisionnel avec cette notion de data warehouse qui, d'ailleurs, on confond souvent ce terme de référentiel de données en disant que le data warehouse devient le référentiel de l'entreprise parce que c'est là que j'ai ma donnée pour prendre une décision qui est la plus à jour et c'est celle-là qui fait référence. Eh bien, la gouvernance des données va un peu plus loin que le data warehouse. Le data warehouse devient une des composantes du système d'information, mais la gouvernance des données, c'est exactement ça, c'est de créer ce référentiel dans lequel personne ne doutera de la véracité, de la qualité de la donnée qui est gérée. Mais encore une fois, on parle bien de référentiel des données de base, c'est-à-dire de la qualification de ces données, on verra lesquelles on peut intégrer dedans. Et la gouvernance des données justifie la valeur de la donnée dans l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus on a d'applications, plus on a de problématiques d'harmonisation et de gestion de l'intégrité d'une donnée, de partage de cette donnée-là. Mais aussi, on sait que la donnée, elle est un héritage d'une histoire, l'histoire d'un système d'information, et qu'on ne peut pas forcément de la conserver telle que, avec toutes ces imprécisions, permet aussi de réexpliquer d'où vient cette donnée et comment, et souvent d'ailleurs la qualité d'un référentiel de données est d'autant plus complexe à gérer que l'entreprise a une antériorité longue et une histoire complexe par rapport à des fusions-acquisitions ou par rapport à des évolutions plurielles d'un système d'information. Quand on a fait 2, 3 refontes informatiques dans une entreprise, à chaque fois, on a un peu dégradé, naturellement dégradé, où on s'est rendu compte de la complexité d'avoir une base de données complètement solide et fiable. Combien on a entendu de clients râler après la qualité des données qui sont intégrées dans un ERP, et ne serait-ce que pour mettre en place une migration d'application à application
ou pour mettre en place une interface, ou pour créer une application décisionnelle, la difficulté, c'est de mettre en place toutes ces règles de gestion qui vont être capables de nettoyer ces données, alors même qu'elles sont traitées dans un ERP ou dans une application qui est censée gérer ce référentiel de données à son propre niveau. Donc on arrive par ces évolutions successives des systèmes d'information au syndrome spaghetti, c'est-à-dire tout un ensemble d'applications, alors qui peuvent être des tables d'applications ou des progiciels eux-mêmes, dans lesquels on va avoir tout un ensemble d'interfaces qui rendent extrêmement complexe le mapping des éléments entre différentes applications, la cohérence aussi entre une table client dans un CRM n'a pas forcément les mêmes informations qu'une table client d'une gestion commerciale, et je n'ai pas forcément besoin des mêmes attributs d'un client dans un CRM que dans une gestion commerciale, et a fortiori dans une comptabilité. Donc tout ça nécessite d'avoir tout un ensemble de liens interapplicatifs pour aller chercher des données. Donc ça veut dire qu'on a une administration des flux d'interface de plus en plus compliquée, on a une gestion des données qui est fastidieuse, des processus de données qui ont du mal à se finir dans la nuit pour pouvoir gérer, pour pouvoir mettre à disposition des bases de données actualisées le matin quand les utilisateurs arrivent, d'avoir parfois même des contresens fonctionnels par rapport à des données. Et puis, quand on a tout un ensemble d'interfaces qui sont souvent faites historiquement à la main par des gens parfois qui ont pu même quitter l'entreprise, on a des dépendances de gestion de la donnée sur quelques spécialistes dans l'entreprise qui vont gérer l'ensemble de ces interfaces. Et ça marche. Et ça marche dans la plupart des entreprises très bien, mais à quel prix, à quel coût et avec quel niveau de risque par rapport à la dépendance de l'entreprise sur le fonctionnement d'interfaces qui ne sont pas forcément parfaitement maîtrisées par l'ensemble ou administrables par des gens qui ne les ont pas réalisées. Alors derrière, le système cible, ça va être justement un système d'information qui va être organisé autour d'un référentiel de données et qui va garantir la cohérence des données pour l'ensemble des outils, avec bien sûr des entités, des données qui vont être définies et des attributs qui peuvent être ou partagés ou spécifiques à une entité particulière, parce qu'il est normal que dans une gestion de production, je n'ai pas le même besoin de finesse dans la connaissance de mon produit que dans une gestion commerciale où à la limite, je n'ai pas besoin des composants ou de la nomenclature d'un produit à ce niveau-là, y compris pour les stocks, par rapport où la différence qu'il y a entre un CRM où je vais avoir une gestion commerciale où je vais gérer les adresses de facturation, dans la partie logistique, je vais plus gérer mes adresses de livraison que mes adresses de facturation ou mes adresses de prise de commande, par exemple. C'est parce qu'on va pouvoir avoir une gestion sur un point focal que l'on appelle le référentiel des données, que l'on va permettre de gagner en réactivité, en agilité, parce que quand j'aurai changé l'information à un seul endroit, évidemment, elle se mettra à jour dans l'ensemble des points. Donc, je disais aujourd'hui, un solide programme de gouvernance des données garantit la mise en place de politiques, de normes, de contrôle pour les protéger efficacement, puisque, quelque part, tout se passe à un seul endroit. Alors, quels sont les risques que l'on va éviter le fait d'avoir des mauvaises exécutions d'interface qui peuvent derrière, on va dire, spoiler une base de données parce que je n'ai pas mis à jour la totalité de mes informations, ou parce que j'ai un process qui s'est mal passé et donc j'ai désynchronisé une partie de mes données. Donc, dans ce référentiel de données, on va avoir une organisation où chaque application, puisqu'on est bien vers, alors qu'on soit dans un ERP modulaire ou dans un système best-of-breed avec plusieurs applications, j'ai différents écrans, différentes entités utilisateurs qui vont permettre donc de travailler, et chaque utilisateur a sa propre interface, sa propre application avec ses propres besoins. L'idée, c'est de faire en sorte que quand je saisisse une information dans la comptabilité, elle puisse se référer à l'information qui est dans mon référentiel de données, et si je l'ai modifiée, que je puisse la remettre à disposition dans l'ensemble des applications qui justifieront cette donnée-là. Donc aujourd'hui, on va retrouver dans un référentiel de données des grandes entités. Alors généralement, on va retrouver le produit, les données comptables avec les comptes comptables, les tiers, les clients, les fournisseurs,
les employés, pour tout ce qui est RH, par exemple, et dans laquelle, alors, si on s'appuie sur les RH, on va retrouver bien sûr aussi toute la partie sécurité, hein, avec les notions de LDAP, de droit, sur l'ensemble des applications, mais aussi les données légales pour pouvoir gérer en comptabilité ne serait-ce que le versement de la paye, mais le comptage des heures, voire des notes de frais qui peuvent être liées à des applications de gestion ou de processus métier. Donc l'ensemble de référentiels de données, c'est la partie cartographie que l'on va gérer, mais il y a aussi tous les flux des données, la gestion des données unifiées, donc tous les flux qui vont permettre de gérer tous les échanges de données entre interapplicatifs. Alors je peux avoir des échanges qui vont être focalisés entre deux bulles, et principalement deux bulles, mais je peux avoir aussi des données qui vont impacter 2, 3, 4, 5 ou 6 bulles de l'application. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte en termes de définition. Et quand on va rentrer dans ce processus de gouvernance de données, et là on commence à rentrer dans la démarche et dans l'impact que va avoir une application, c'est qu'il va falloir définir pour chacune des données que l'on a définies, donc client, tiers, produit, tiers fournisseur, client, produit ou salarié, on va définir des rôles et définir qui a le droit de modifier la donnée. Et cette donnée-là, je vais pouvoir la modifier si je suis la flèche verte ici, là par exemple. Je modifie une donnée salariée dans ma RH, je vais la synchroniser avec mon référentiel et je vais la mettre à disposition de la compta ou la mettre à disposition du CRM ou des ventes si c'est ma gestion commerciale par exemple, si c'est un commercial dans lequel j'ai géré. Et puis, comme ça, on va pouvoir gérer des données qui peuvent être des données clients, par exemple, qui vont venir du CRM, parce que c'est le CRM qui est en premier en contact avec un client. Et puis, cette première donnée qui va être la raison sociale, les coordonnées contacts, etc., c'est là que je l'écris en premier. Donc, quelque part, on va avoir une saisie et on va privilégier la saisie à la source de l'information, parce que c'est aussi un gage de qualité. Et donc, on va dire que le référentiel pour cette donnée client, ça va être le CRM. Pas pour l'ensemble des attributs, mais pour au moins une partie de ces attributs. Et puis, pour des attributs liés plus à la compta, ça sera la compta qui sera responsable de cette partie du référentiel, par exemple, et qui pourra les saisir et les partager. Donc, on a bien dans cette gouvernance des données, pour une donnée d'attribut, on va bien définir donc pour un produit, par exemple, l'ensemble des attributs et l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de cet attribut-là, même si dans le référentiel, je vais stocker à un seul endroit l'ensemble des attributs. Chaque application ira chercher l'attribut dont elle a besoin ou sera alimentée pour l'attribut dont elle a besoin à partir de ce référentiel. On pourrait très bien dire qu'une application métier devient un référentiel pour une partie des données, auquel cas j'ai une interface entre deux applications. L'idée, on est bien sur la philosophie dans laquelle on va travailler. Donc, quand on parle de définition des acteurs, c'est fixer les responsabilités selon les attributs pour les applications maîtres ou le référentiel pourrait être une application maître. Je pourrais très bien saisir dans le référentiel, auquel cas on pourrait avoir une notion d'interface de saisie dans le référentiel qui n'est pas illustrée là. D'identifier les circuits de validation associés à chaque gestion de données. C'est-à-dire que si dans la comptabilité j'ai besoin de changer la raison sociale parce qu'elle a changé, je vais, parce que j'ai défini que c'était le CRM qui était maître des données, mettre en place un processus pour que la modification de cette donnée-là soit validée par un acteur qui est en charge de la validité de cette donnée-là. Et je vais superviser l'ensemble des circuits de validation et d'échange de données, et là on fait la différence entre le circuit de validation qui valide la modification d'une donnée. Est-ce que je veux qu'il y ait un passage obligé pour que ce soit toujours la comptabilité, par exemple, qui valide une donnée comptable pour un client et qui soit en fin de course la seule entité capable dans l'entreprise de modifier ou d'accepter la modification d'un RIB, par exemple, ou d'un statut d'encours client. Et puis, va superviser les circuits d'échange de données. Et là, c'est l'ensemble des interfaces, de vérifier que toutes les interfaces sont bien mises à jour et ont bien joué leur rôle en temps et en heure par rapport à là, et que s'il y a des rejets de données, je puisse bien qualifier ces problèmes de rejet en allant solliciter les acteurs en disant voilà, ce client n'a pas pu être créé dans telle application parce que l'attribut n'avait pas le bon format, et c'est bien à l'acteur en charge de cette donnée et de la qualité de cet attribut de pouvoir corriger cette donnée qui a bloqué
l'alimentation complète, par exemple, d'une interface. Donc voilà la définition qu'on voulait donner sur cette notion de gouvernance des données. Le troisième chapitre qu'on voulait voir et qu'on voulait aborder avec vous, c'était la partie d'initialisation d'une démarche dans l'entreprise. On se rend compte que on va initier une démarche dans l'entreprise différemment suivant les facteurs déclencheurs qui justifient la mise en place d'une telle démarche dans l'entreprise. Alors, il peut y avoir une évolution du modèle économique de l'entreprise qui va nécessiter de repenser et d'adapter le système d'information vers de nouveaux métiers. Et là, il y aura une alimentation de différence, ou du moins une évolution du système de données, ou voire la création de nouvelles données qu'il va falloir prendre en compte. La transformation digitale implique de nouveaux outils, donc à partir du moment où ça implique de nouveaux outils, on va avoir des nouvelles données à gérer qui ne font pas partie aujourd'hui d'un référentiel traditionnel d'une entreprise. Et là, je fais allusion, par exemple, bien sûr, à tout ce qu'on entend dans le big data, où j'ai tout un ensemble d'informations, notamment dans le B2C, mais aussi qui arrivent dans des outils de gestion de production, où je vais avoir des données nouvelles de type big data pour aller chercher des corrélations, des corrélations entre informations pour pouvoir anticiper un plan d'action ou anticiper un risque particulier. J'ai tout un ensemble de nouvelles données à faire sur lesquelles il va falloir que je puisse me positionner. Bien sûr, la fusion d'activités ou le décloisonnement d'activités va nécessiter de casser des référentiels existants et donc peut-être ça peut justifier l'importance d'externaliser un référentiel pour pouvoir le gérer à un seul endroit et de pouvoir distribuer cette information entre plusieurs applications que j'aurai décloisonnées, ou à l'inverse, si je veux fusionner des applications, de créer un référentiel commun où je vais déverser l'ensemble des applications des données, qui seront utilisées par une application tierce qui remplacera mes deux précédentes, ou par une application qui va remplacer celle que je consolide. Il est aussi des systèmes d'information en mutation programmée. Je sais que je vais changer. On était récemment dans une entreprise qui a un groupe dans le monde du BTP avec plusieurs applications différentes et qui a une volonté de centraliser, de mettre en place des fonctions support très directrices avec des lignes directrices très fortes dans l'entreprise. À ce moment-là, on va créer, et c'est une mutation programmée, on va créer un référentiel de données, ne serait-ce que pour synchroniser l'ensemble des données clients de l'ensemble des filiales et les stocker à un seul endroit qui seront un endroit géré pour le compte d'une application de la holding et qui seront ensuite redispatchés dans les différentes applications. On travaille aussi pour une institution de formation professionnelle. Et là, on a besoin de pouvoir partager des informations communes entre des institutions, les régions, le gouvernement et aussi les centres de formation régionaux qui vont avoir besoin d'informations communes autour notamment, en l'occurrence, c'est pour des centres d'apprentissage du BTP et qui vont avoir besoin de gérer tout un ensemble de données et de partager des données entre plusieurs entités. Et là, on se rend compte que l'impact de la RGPD, dont parlait Sarah dans toute introduction, met en place de telles contraintes que la gouvernance des données, la mise en place d'un référentiel de données autour, là en particulier des étudiants, devient un facteur fondateur pour repenser le système d'information. Parce qu'aucune des applications nécessaires ou distribuées dans les différentes applications n'est capable de pouvoir garantir la conformité avec la RGPD. Donc en recentralisant l'ensemble des données sur une seule application, on va redéfinir la source de gestion et le point central de gestion de cette donnée, ce qui va permettre de mettre en place des procédures conformes à la RGPD. Et ce n'est qu'une fois que j'aurai ces données gérées dans le référentiel que je pourrai alors les redistribuer dans mes outils satellites pour lesquels j'ai une justification de traitement et que je saurai définir quel est le traitement que je fais. Mais la gestion de la donnée, elle sera bien faite dans le référentiel. Et c'est là tout l'enjeu d'une stratégie de gouvernance de données ou de la mise en place d'un référentiel de données dans le cadre, par exemple, de la RGPD. Alors, le succès de la démarche, c'est plus une démarche est pragmatique,
plus, le succès de la démarche, ça va être le pragmatisme. Il y a des outils alors ce qu'on appelle les outils de MDM, Master Data Management, qui existent, qui sont des outils qui vont permettre de définir, de mettre en œuvre une gouvernance des données. On se rend compte souvent que ce sont des outils extrêmement compliqués, d'abord extrêmement onéreux à mettre en place, extrêmement compliqués, et qui vont créer une telle qui nécessitent une telle organisation dans l'entreprise qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre et à manager au quotidien derrière. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de bons outils. On a déployé des outils de MDM dans des environnements divers, hein, que ce soit avec des outils open source comme Talend ou des outils éditeurs où on a une référence dans une coopérative agricole autour d'un outil Microsoft ou dans un hôpital avec un outil IBM. Dans ce cadre-là, on arrive à pouvoir le mettre en place, mais avant, il y avait déjà tout un ensemble il y avait en place une gouvernance des données qui avait été faite sur des outils moins structurés, mais qui permettaient de documenter l'ensemble des processus, d'avoir une réelle cartographie de ces données, donc déjà d'avoir la matière première pour pouvoir envisager de mettre en place un MDM. Donc aujourd'hui, le succès de la démarche dépend sur le pragmatisme avec lequel on va prendre en compte le projet, parce qu'il va falloir allier à la fois l'organisation, les outils et la gestion des processus. La plus grande, le facteur clé de succès le plus criant, c'est bien sûr le lotissement. On parlait tout à l'heure des différentes natures de données clés du référentiel, donc là, les produits, les tiers, les salariés. Quelque part, on va démarrer point par point, attribut par attribut, peut-être application par application. En tous les cas, on va démarrer petit pour maîtriser, avoir des petites victoires, et après on pourra construire autour et enrichir les attributs que l'on va gérer dans le référentiel pour pouvoir aller chercher d'autres applications ou alimenter d'autres applications à travers autour de cette donnée de base. Vraiment, je reviens 2 minutes sur ce schéma-là qui me semble fondateur. Donc, je peux avoir un référentiel des données où je vais fonctionner par lotissement, peut-être sur une donnée qui va être commune à 2 ou 3 bulles particulières pour pouvoir les partager, et progressivement, je vais enrichir, ou alors avoir une donnée de référentiel vertical sur quelques données, mais d'être sûr que je mets à disposition de l'ensemble de l'entreprise un attribut particulier sur une donnée au moins que je veux gérer. Donc les 3 axes d'une démarche, il y a un axe organisationnel qui va passer par la mise en place du référentiel de données et la nomination des acteurs dédiés aux données que je veux gérer dans ce référentiel-là. Ce qui nécessite de cartographier les sources. Alors on entend par source les applications, et de référencier le référentiel de données, quelles sont les données que je veux gérer dans mon référentiel de données. De définir les priorités et les plans d'action pour chacun des données, et les priorités vont être fixées par la stratégie de l'entreprise, par l'impact de la législation qui a évolué, par des contraintes très particulières qui sont vraiment recensées par par exemple, ça peut être des contraintes logistiques où on a du mal à pouvoir optimiser les plannings de livraison parce que les adresses de livraison ne sont pas, il y a des retours de livraison ou des difficultés particulières, on va mettre ça en place. Pour une coopérative agricole, on avait démarré la priorité par la gestion de la flotte des véhicules parce qu'il y avait énormément de transferts en contrôle de gestion. Les véhicules étaient gérés par une filiale de support qui était rattachée à la holding et c'était mise à disposition des différentes entités de l'entreprise. Et donc, il fallait pouvoir très vite récupérer les données ou avoir un référentiel commun de véhicules entre tout un ensemble d'applications. Donc, organisation. Sur le plan fonctionnel, il va falloir travailler, une fois qu'on aura fait cette cartographie et cet inventaire des référentiels, des données à gérer dans le référentiel, définir les règles de mise à jour et de partage de ces données. Qui a le droit de voir la donnée, qui a le droit de la modifier, et une fois que cette donnée elle est validée dans le référentiel, à qui elle est destinée, à quelle application elle est destinée. Et de définir les rôles dans la gestion de ces données. Enfin, sur le plan technique, effectivement, il va bien falloir gérer toute cette organisation de flux de données parce qu'au bout du compte, il va bien falloir faire transiter une donnée d'un endroit à un autre
si je pars d'une application source pour la mettre dans le référentiel, et du référentiel vers une autre cible d'application. Donc j'ai bien tout un ensemble de processus de données dans les processus dans lesquels j'aurai à gérer la qualité de données, de mettre des contrôles de cohérence sur ces données-là pour pouvoir être sûr de l'intégrité de cette donnée, pouvoir la stocker à un format qui est conforme et qui est, je veux dire, digeste pour les applications cibles en termes de format de données. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir, si j'ai une application avec un code fournisseur sur 8, si derrière, sur 8 positions et que j'ai dans une autre application un code fournisseur que je ne sais prendre en compte que sur 6 positions par exemple, j'ai une contrainte particulière qu'il va falloir que je traite par rapport à ce processus. Outiller les flux d'échange, et bien là, il y a une vraie, et ça fait aussi partie de la cartographie parce que les trois axes se gèrent bien donc comme un trépied, hein, donc, et c'est ça qui donne la stabilité du projet, se gèrent bien de manière simultanée. Et on va outiller en fonction des contraintes fonctionnelles ou en fonction des contraintes organisationnelles, avec des outils qui peuvent être pluriels en fonction des contraintes techniques que l'on va rencontrer, que l'on va identifier dans la cartographie. Donc, si on regarde l'organisation et le métier, la première étape d'une démarche de gouvernance des données qui pourra conduire à terme sur la mise en place d'un MDM une fois qu'on aura vraiment stabilisé l'ensemble de l'organisation et on n'aura plus qu'à mettre en place l'administration, c'est la dernière étape pour nous à le mettre en place, mais l'étude d'initialisation qui va s'appuyer sur la partie cartographie des applications existantes, identifier les données communes à plusieurs applications. Rien ne sert d'alimenter un référentiel avec une donnée qui n'existe que dans une seule application, auquel cas c'est l'application qui devient par elle-même le référentiel de données. Je suis désolé de cette lapalissade, mais c'est quand même extrêmement important de le prendre en compte. Donc la cartographie va identifier les données qui sont réellement partagées entre plusieurs applications, et donc entre plusieurs catégories d'utilisateurs qui vont avoir des utilisations plurielles d'une même donnée. Analyser les flux existants entre les applications. À partir de quand cette donnée-là, je peux l'envoyer dans une application? À partir de quand je vais dire que cette donnée, elle est stabilisée et que je vais pouvoir la stocker dans le référentiel? Prenons l'exemple d'un prospect dans un CRM. Rien ne sert de mettre le prospect dans le CRM rien ne sert de... Enfin, quelle est l'importance de mettre un prospect dans le référentiel des données alors même qu'aujourd'hui, il va peut-être rester prospect dans le CRM très très longtemps s'il ne passe pas un statut de client. Par contre, dès que ce prospect devient client, là, ça veut dire qu'il va falloir que je le crée dans la gestion commerciale, il va falloir que je le crée suivant vos processus, j'entends bien, puisque pour un prospect, je peux faire un devis qui peut justifier de le mettre dans la gestion commerciale, par exemple. Mais c'est un exemple, par exemple, où je vais avoir un référentiel partagé entre d'abord le CRM, après la gestion commerciale. Et une fois que j'aurai passé à l'étape de la commande qui sera confirmée, du devis à la commande, à ce moment-là, je vais avoir une alimentation de la comptabilité, ne serait-ce que pour créer ce code client. Donc tout ce processus-là va être à analyser dans cette étude d'initialisation pour pouvoir comprendre l'organisation et définir après des priorités et des grandes filières professionnelles dans l'entreprise. Vous vous rappelez, je parlais d'une organisation horizontale du système d'information. C'est de ça dont on parle ici quand on parle du CRM, de la gestion commerciale et de la comptabilité. Et après, bien sûr, de la logistique, puisque une fois que j'aurai créé mon client, il faudra que je le livre à un moment donné. Une fois que j'ai fait cette première étude d'initialisation, il va y avoir la partie modélisation qui va permettre de créer la structure de données. Et là, on rentre vraiment dans de la modélisation de base de données, qui va permettre de dire, ben voilà, aujourd'hui, mon référentiel de données pour mon produit je vais avoir besoin de traiter l'ensemble de ces attributs avec tel niveau de finesse et tel niveau de contrôle qui va être ce contrôle qui va être fait pour tel et tel attribut par tel et tel acteur, par exemple. Et la stratégie de supervision pour superviser à la fois les processus de validation et de vérification de la conformité de la donnée, et à la fois pour gérer et superviser le flux de cette donnée au sein des systèmes d'information. Une fois que j'ai fait cette modélisation, la troisième étape, c'est l'alimentation et la synchronisation du référentiel, puisque là, je vais mettre en place réellement les outils d'interface entre mes applications sources et mes applications cibles, en définissant ou pas si je passe sur un socle frontal qui va être mon référentiel de données, qui pourra
servir, suivant les architectures applicatives qu'on définisse, d'ODS en vue d'une alimentation d'un data warehouse, ou simplement d'un référentiel de données tampon pour pouvoir alimenter plusieurs applications, parce que en vous disant ça, je pense à un autre client qui a des applications réparties sur plusieurs continents, avec des problématiques de décalage horaire, et où on doit gérer donc la synchronisation des données en fonction du décalage horaire pour que qu'on puisse partager des informations. Et une fois que j'ai cette alimentation de mon référentiel de données qui est donc à double sens, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous vous rappelez quand on suivait les flèches vertes, oranges et bleues entre l'ARH, la gestion commerciale et puis le référentiel de données, ben je vais mettre en place toutes les règles d'administration et de sécurisation de ces données. Et c'est dans ce cadre-là que je peux décider de mettre en place un outil dédié et commun à l'ensemble de mes processus qui pourrait être un MDM. Mais pour nous, aujourd'hui, la mise en place d'un MDM à proprement parler est l'aboutissement d'une démarche qui peut être l'aboutissement d'une démarche dans l'entreprise qui va s'appuyer sur les trois axes dont on parlait tout à l'heure, qui est l'organisation, le fonctionnel et la technique. L'enjeu fondateur de la gouvernance des données repose sur moi, il y a une phrase qui me plaît bien, hein, c'est la réussite de tout projet informatique repose sur la maîtrise de la qualité des données. Sur un jargon, on dit toujours cheating, cheat out pour une informatique, même si c'est un peu vulgaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et si j'alimente avec des données erronées, ben, je ne peux avoir en sortie que des données erronées. Donc l'intérêt, c'est la qualité de la donnée en vue de la performance, de la prise de décision même, hein, d'être sûr que chaque personne parle et manipule une donnée qui est bien à jour et cohérente et homogène avec l'ensemble de mes autres collègues, hein, des autres entités de l'entreprise. Donc performance économique, mais le temps qui est perdu parce qu'on n'a pas la bonne codification ou parce qu'on n'a pas les bons libellés ou les bons tarifs ou la bonne gestion de droit, c'est extrêmement important. La nécessité de donner confiance dans la donnée. Si j'ai confiance dans la donnée, ma prise de décision va être beaucoup plus rapide et la souplesse de mon flux dans l'entreprise va être beaucoup plus facile à atteindre quelque part parce que les gens ne se posent pas la question de savoir est-ce que j'ai la bonne codification, est-ce que j'ai le bon produit, est-ce que c'est mon bon code d'imputation comptable par exemple par rapport à telle action. Limiter les risques aussi parce que plus j'ai une gouvernance des données qui est centralisée et gérée, plus je peux sécuriser cette donnée puisque par définition je la sécurise à un seul endroit et même si je la mets à disposition de l'entreprise, je peux très vite couper l'alimentation pour pouvoir sécuriser une donnée ou anticiper le fait qu'elle puisse être manipulée. Et enfin, respecter la législation et les règles en vigueur, le respect de ces législations est quelque chose le respect des cadres réglementaires, que ce soit dans les aspects comptables, hein, avec la piste d'audit fiable d'une facture, avec les normes IFS qu'on peut avoir, mais bien sûr avec la RGPD dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a une échéance qui se rapproche de plus en plus. Alors, pour finir cette allocution sur le même slide avec lequel j'ai ouvert, hein, donc aujourd'hui les deux informaticiens qui sont face à cette jungle hein, d'outils qui peut arriver d'une manière ou d'une autre, la mise en place d'un référentiel de données permet de simplifier hein, et de clarifier l'horizon et de leur permettre de plus rapidement intégrer des applications nouvelles, ne serait-ce que parce qu'on va pouvoir alimenter une nouvelle application avec des données de base beaucoup plus rapidement, puisque je sais d'où elles viennent, et je vais les alimenter depuis mon référentiel, mais aussi pouvoir plus facilement mettre en place des interfaces interapplicatives, puisque j'ai déjà mis en place l'ensemble des mécanismes me permettant de superviser et d'administrer mes flux de données qui soient interapplicatifs notamment. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous cet après-midi dans ce webinaire. Globalement, ça fait 40-45 minutes qu'on parle. C'était le format qu'on s'était donné. Je suis prêt à répondre à toute question ou à vous écouter d'ailleurs à travers le chat. Je crois que Sarah va être capable de modérer les questions s'il y a par rapport à ça. Bien, merci Patrick pour cette présentation. Est-ce que tu peux passer peut-être sur la dernière slide? Oui. Donc on va vous transmettre
notre calendrier des futurs webinaires donc, qu'on va organiser sur l'année. Et, je suis en train de rechercher mon dernier slide. Ouais. Et donc, vous pouvez effectivement... Pardon, je ne l'ai pas mis. D'accord, c'est pas grave. Donc, on vous transmettra les informations par email. Et vous pouvez effectivement aussi donc suivre nos actualités sur notre compte LinkedIn, Bellara Numérique, et sur notre site internet. Donc, on vous transmettra donc le lien vers le replay du webinaire donc, qui sera sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez également voir tous les replays que nous avons réalisés, récemment donc, sur notre chaîne YouTube. Je vois une question qui apparaît là, donc je la lis. Talend est-il pour vous un outil suffisant pour mettre en place une gouvernance des données? Alors, c'est une question un peu fermée. Oui, il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Pour nous, aujourd'hui, de démarrer avec un outil comme Talend, ça permet de rapidement, d'abord c'est un outil open source, donc ça permet avec peu de moyens de mettre en place au moins une console unique dans l'entreprise pour gérer tout le flux interapplicatif et tout le flux de données. Donc oui, ça peut être une très bonne première brique. Maintenant, c'est pas parce qu'on a mis en place Talend qu'on a mis en place, comme je le disais tout à l'heure, une gouvernance des données. Mais oui, ça peut suffire largement au début pour pouvoir démarrer. D'ailleurs, après, Talend a des fonctions et dans sa version à souscription, il y a d'ailleurs une ligne de MDM qui est extrêmement performante et qui intègre notamment tout ce qui est ce qu'on appelle le quality control, etc., que dans la version communautaire, on est obligé de développer quelque part. Mais à côté de Talend, on peut aussi utiliser, suivant si vous avez dans vos, je prolonge la question, mais si vous avez une base de données vraiment référente dans l'entreprise, par exemple SQL Server ou autre, avec SSIS de Microsoft, on peut aussi mettre en place des fonctions et harmoniser et superviser l'ensemble des interfaces dans l'entreprise. Et pouvoir rebondir après, d'ailleurs, sur le MDM Microsoft que l'on a croisé dans le cadre d'un projet et qui nous a apparu aussi très, très pertinent et très performant. Mais oui, Talend peut permettre de démarrer simplement ça et ça peut être l'occasion de reprendre d'ailleurs tout l'ensemble des flux d'interfaces interapplicatifs pour pouvoir les administrer sur cette console-là. On a développé une console, d'ailleurs dans la partie open source, on a développé nous-mêmes une console de supervision qui est normalement, ça c'est tout l'enjeu et l'intérêt d'une version open source, c'est de pouvoir avoir des utilitaires qui vont permettre de vraiment avoir cette vision de supervision avec un vrai tableau de bord de gestion de tous les flux interfaces. Très bien, merci. Merci Patrick. Donc on arrive au bout de notre webinaire. On vous remercie tous pour votre participation. Et on espère vous revoir bientôt sur nos prochains webinaires. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous contacter par email pour nous les poser. Nous y répondrons bien évidemment avec plaisir. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.